Dans le village de N'Djamala, on disait qu'une femme qui ne parle pas cache souvent une douleur que personne ne voit. Et cette douleur avait un nom, Nafessa. Le jour de son mariage, tout le monde voyait une mariée parfaite. Mais personne n'entendait son cœur trembler, car derrière son sourire se cachait une peur profonde, celle d'aimer, celle de faire confiance, celle de devenir épouse. Et ce que personne ne savait, c'est que cette peur allait bientôt bouleverser tout un village. Avant de continuer, prends juste une seconde pour soutenir la chaîne, abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune histoire comme celle-ci. Et dis-moi en commentaire de quel pays tu regardes cette vidéo. J'ai vraiment envie de voir jusqu'où ces histoires voyageant. Le jour de son mariage, Nafessa portait un voile blanc délicatement brodé à la main. Aux yeux de tous, elle incarnait la mariée parfaite. Les femmes chuchotaient sur sa beauté, les hommes saluaient la chance de celui qui allait devenir son époux. Les tambours résonnaient dans la cour, les enfants couraient partout, et les rires remplissaient l'air chaud de l'après-midi. Tout semblait parfait, mais derrière ce voile, ses yeux ne brillaient pas comme ceux d'une femme heureuse. Ses mains tremblaient légèrement, cachées sous les plis de son pagne. Son cœur battait trop vite, comme s'il essayait de s'échapper de sa poitrine. Chaque chant, chaque bénédiction, chaque sourire posé sur elle lui donnait l'impression d'être enfermée dans une scène qu'elle ne contrôlait pas. Depuis son enfance, Nafessa avait grandi sous les paroles strictes de sa tante. Une femme dure, respectée, mais incapable de douceur. Elle lui répétait souvent qu'une bonne épouse ne pose pas de questions. Qu'elle obéit sans discuter, qu'elle supporte sans se plaindre, qu'elle se tait, même quand son cœur crie. Ces mots s'étaient gravés en elle comme des lois invisibles. Alors, quand le soleil se coucha et que les invités commencèrent à partir, Nafessa sentit une peur monter en elle, lente et écrasante. Le bruit s'éloigna peu à peu, laissant place à un silence lourd. Le moment qu'elle redoutait approchait. La nuit de noces. Elle entra dans la chambre préparée pour eux. Les draps étaient propres, décorés de motifs simples, et une lampe à pétrole diffusait une lumière douce. Nafessa s'assit au bord du lit, droite, immobile, comme si le moindre mouvement pouvait tout faire basculer. Quelques instants plus tard, Suleiman entra. Il referma la porte doucement derrière lui. Il ne se précipita pas. Il ne parla pas immédiatement. Il observa simplement la pièce, puis Nafessa. Il remarqua sa posture rigide, ses mains serrées, son regard fuyant. Au lieu de s'approcher, il alla s'asseoir à une certaine distance d'elle. Le silence s'installa entre eux, mais ce n'était pas un silence lourd. C'était un silence hésitant, fragile, comme celui de deux inconnus qui ne savent pas encore comment se rencontrer. Suleiman finit par parler, d'une voix calme et posée. Il lui dit qu'il ne l'avait pas épousée pour lui faire peur. Il lui expliqua qu'il ne voulait pas être un homme qu'elle redoute, mais un homme avec qui elle peut respirer. Ces mots étaient simples, mais sincères. Nafessa sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle ne s'y attendait pas. Elle murmura qu'elle ne savait pas être une épouse. Cette phrase lui échappa presque malgré elle. Suleiman ne rit pas. Il ne la jugea pas. Il répondit avec douceur que personne ne naît en sachant être mari ou épouse. Que cela s'apprend avec le temps. Que cela se construit à deux. Ces paroles, Nafessa ne les avait jamais entendues auparavant. Elle leva légèrement les yeux vers lui, surprise. Pour la première fois, elle ne voyait pas un homme à craindre. Elle voyait quelqu'un qui semblait attendre, sans imposer. Mais pendant que cette scène fragile se construisait à l'intérieur de la chambre, dehors, le village ne dormait pas vraiment. Les murmures avaient déjà commencé. Les voisines parlaient entre elles, cherchant à deviner ce qui se passait derrière la porte fermée. Certaines riaient, d'autres critiquaient déjà. Dans ces maisons où tout le monde observe tout le monde, l'intimité n'existe jamais complètement. Et très vite, Nafessa devint un sujet de conversation. On disait qu'elle était trop silencieuse. On disait qu'elle ne montrait pas assez de joie. On disait qu'elle était peut-être froide. Certaines allaient même plus loin, insinuant qu'une femme qui n'exprime rien cache toujours quelque chose. Suleiman, lui, entendait ces paroles. Mais il choisissait de ne pas y répondre. Chaque matin, il faisait un geste simple. Il préparait du thé et l'apportait à Nafessa sans rien attendre en retour. Chaque soir, il lui parlait de sa journée, de ses souvenirs, de ses rêves. Il ne lui posait pas de questions qui la mettraient mal à l'aise. Il lui laissait de l'espace. Petit à petit,
Nafessa commença à changer. Ce n'était pas spectaculaire. Ce n'était pas visible pour les autres. Mais à l'intérieur d'elle, quelque chose bougeait. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les arbres et que l'air devenait plus frais, ils s'assirent ensemble sous le manguier de la cour. Le silence était là, mais il n'était plus lourd. Nafessa trouva le courage de parler. Elle expliqua qu'enfant, on lui avait appris à voir le mariage comme une obligation, presque comme une prison. Elle avait grandi avec l'idée que l'amour n'était pas important, que seule la soumission comptait. Suleiman l'écouta attentivement. Il lui répondit qu'il ne voulait pas être celui qui la garde enfermée. Qu'il préférait être celui qui marche à ses côtés. Ces mots touchèrent Nafessa profondément. Ses larmes coulèrent sans qu'elle puisse les retenir. C'était la première fois qu'elle pleurait devant lui. Mais dans certaines maisons, le bonheur discret dérange plus que les conflits visibles. Et dans cette maison, une personne observait tout avec un regard critique. Hadja Ramatou, la mère de Suleiman. Elle regardait Nafessa avec sévérité. Elle ne voyait pas une jeune femme en train d'apprendre. Elle voyait une épouse qui ne correspondait pas à ses attentes. Pour elle, une belle-fille devait être rapide, efficace, déjà parfaitement adaptée à son rôle. Elle devait servir sans hésiter, parler peu, et surtout, donner rapidement un enfant à son mari. La patience de Suleiman l'agaçait. Un matin, alors que plusieurs femmes étaient présentes dans la cour, Hadja Ramatou lança une phrase qui glaça l'atmosphère. Elle affirma qu'une femme qui ne donne pas rapidement un enfant à son mari est comme un champ qui refuse la pluie. Les regards se tournèrent vers Nafessa. Elle resta immobile, incapable de répondre. Suleiman sentit la tension. Il demanda à sa mère de laisser du temps à son épouse. Mais Hadja Ramatou le fixa avec dureté. Elle lui rappela que le village commençait déjà à parler. Ce jour-là, Nafessa comprit une chose essentielle. Son mariage ne serait pas seulement une histoire entre elle et son mari. Ce serait aussi une lutte silencieuse contre les attentes, les jugements et les traditions qui refusent de laisser le temps à l'amour de naître. Les semaines passèrent lentement, comme si chaque jour portait le poids des attentes du village entier. Nafessa faisait des efforts, de petits gestes invisibles aux yeux des autres, mais immenses pour elle. Elle se levait tôt, balayait la cour, préparait les repas avec application. Elle observait les habitudes de Suleiman, retenait ce qu'il aimait, ce qui le faisait sourire. Au fil des jours, une certaine douceur s'installa entre eux. Elle commença à attendre son retour le soir avec une forme d'impatience qu'elle ne comprenait pas encore. Elle lui servait de l'eau fraîche, écoutait ses histoires, et parfois même, elle riait. Un rire discret, timide, mais sincère. Dans ses yeux, la peur reculait lentement. Mais dans les villages où tout le monde regarde tout le monde, le changement silencieux n'est jamais assez rapide. Les gens ne voient pas les progrès, ils ne voient que ce qui manque. Au marché, les regards devenaient lourds. Les femmes ne parlaient plus ouvertement devant elle. Elles attendaient qu'elle passe pour murmurer derrière son dos. Certaines faisaient semblant de sourire, mais leurs yeux trahissaient leur jugement. On posait toujours la même question, déguisée ou directe. On voulait savoir si elle était enceinte. On voulait savoir si elle remplissait son rôle. Chaque mot devenait une pression invisible qui s'accumulait sur ses épaules. Un jour, en revenant du puits avec une bassine d'eau posée sur la tête, Nafessa sentit des rires derrière elle. Elle n'avait pas besoin de se retourner pour comprendre. Elle accéléra le pas, le cœur serré. Quand elle arriva à la maison, elle trouva Hadja Ramatou assise dans la cour, entourée de deux femmes qu'elle ne connaissait pas. Parmi elles se trouvait une jeune femme élégante, au regard assuré, au sourire trop confiant. Elle s'appelait Aïssata. Elle portait un foulard rouge soigneusement noué et des bracelets qui tintaient à chacun de ses gestes. Elle salua Nafessa avec une politesse froide, presque calculée. Hadja Ramatou prit la parole d'un ton calme mais chargé de sous-entendus. Elle expliqua qu'Aïssata était la fille d'une amie proche. Une jeune femme qui savait tenir une maison, cuisiner, et respecter les traditions. Chaque mot était une comparaison déguisée. Nafessa comprit immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'une simple visite. C'était un message, une façon de lui rappeler qu'elle pouvait être remplacée. Quand Suleiman rentra ce soir-là, il sentit quelque chose d'étrange dans l'air. Il remarqua la présence d'Aïssata, la manière dont elle se déplaçait dans la maison comme si elle connaissait déjà les lieux. Elle lui servit de l'eau avec un sourire appuyé. Suleiman la regarda un instant, puis posa le gobelet sans boire.
Il demanda à sa mère pourquoi cette femme était là. Hadjar Amatou répondit sans détour que certaines maisons ont besoin d'une vraie femme pour fonctionner correctement. Le silence qui suivit fut lourd. Nafessa baissa les yeux, submergé par l'humiliation. Suleiman, lui, se leva calmement. Il regarda sa mère droit dans les yeux, puis prit la main de Nafessa devant tout le monde. Il déclara que sa femme était déjà présente dans cette maison. Ce geste aurait dû mettre fin à la situation. Mais en réalité, il ne fit qu'aggraver les tensions. À partir de ce jour, Hadjar Amatou changea complètement de comportement. Elle ne se contentait plus de remarques indirectes. Elle commença à lancer des accusations plus graves, à semer le doute dans l'esprit des autres. Elle insinuait que Nafessa n'était pas sincère, qu'elle manipulait son fils avec des paroles douces, qu'elle cachait quelque chose. Certaines femmes du quartier commencèrent à reprendre ces paroles. Le poison se répandait lentement. Et plus Suleiman défendait Nafessa, plus elle se sentait coupable. Elle avait l'impression d'être la cause du conflit entre lui et sa mère. Une nuit, alors que la maison était silencieuse, elle lui parla d'une voix tremblante. Elle lui dit qu'il serait peut-être plus heureux sans elle. Suleiman la regarda longtemps. Il lui répondit qu'elle ne devait pas laisser les paroles des autres écrire leur histoire. Mais pour Nafessa, ces paroles étaient déjà ancrées profondément. Elle avait grandi en croyant que l'amour était fragile, qu'il pouvait disparaître à tout moment, surtout quand les autres s'en mêlaient. Alors elle commença à se refermer. Elle parlait moins. Elle évitait les regards. Elle passait plus de temps seule. Même ses sourires devinrent rares. Suleiman remarqua ce changement, mais il ne savait pas comment l'aider. Il faisait de son mieux, mais il sentait une distance s'installer entre eux. Puis un événement inattendu bouleversa l'équilibre déjà fragile. Un matin, alors que le soleil se levait à peine, Suleiman trouva une lettre glissée sous la porte. Elle ne portait aucun nom. À l'intérieur, une phrase écrite à la hâte attira immédiatement son attention. On lui disait que sa femme n'était pas celle qu'il croyait. On lui conseillait de lui demander pourquoi son père l'avait mariée si rapidement. Suleiman lut la lettre plusieurs fois. Chaque lecture ajoutait un poids à son esprit. Quand Nafessa entra dans la pièce, il cacha la lettre instinctivement. Mais son visage avait changé. Elle le remarqua immédiatement. Elle lui demanda ce qui n'allait pas. Il hésita un instant. Puis il lui demanda doucement si elle lui avait toujours tout dit. Cette question, pourtant posée calmement, frappa Nafessa comme une accusation. Elle sentit son cœur se serrer. Elle recula légèrement, incapable de répondre. Elle lui demanda s'il ne lui faisait plus confiance. Suleiman tenta d'expliquer qu'il voulait seulement comprendre. Mais dans l'esprit de Nafessa, comprendre signifiait douter. Et douter signifiait déjà perdre. Sans dire un mot de plus, elle se retira dans la chambre et ferma la porte. Ce soir-là, pour la première fois depuis leur mariage, ils ne partagèrent pas le même espace. Suleiman resta dehors, assis dans la cour, sous un ciel silencieux. Il regarda la lettre encore une fois. Puis il murmura, comme pour lui-même, qu'il devait découvrir qui cherchait à détruire son foyer. Il ne savait pas encore que la vérité se trouvait plus près qu'il ne l'imaginait. Le lendemain de cette nuit lourde de silence, Nafessa prit une décision qu'elle n'aurait jamais imaginé prendre aussitôt dans son mariage. Sans prévenir personne, elle rassembla quelques affaires et quitta la maison au lever du soleil. Ses pas étaient hésitants, mais son cœur était décidé. Elle se rendit chez son père, Baba Idrissa. La maison de son enfance n'avait pas changé. Les mêmes murs, la même cour, la même odeur de bois brûlé. Pourtant, Nafessa ne s'y sentait plus chez elle. Elle se sentait comme une étrangère revenue chercher une vérité. Quand Baba Idrissa la vit, il ne montra aucune surprise. Il la regarda de haut en bas, puis demanda simplement si son mari l'avait chassée. Nafessa secoua la tête. Elle lui expliqua qu'elle avait besoin de comprendre quelque chose. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient clairs. Elle lui demanda pourquoi il l'avait mariée si vite. Un silence étrange s'installa. Le visage de son père se ferma légèrement, comme s'il venait de toucher un sujet qu'il évitait depuis longtemps. Il lui demanda qui lui avait parlé de cela. Nafessa ne répondit pas directement. Elle répéta sa question. Cette fois, son père se leva brusquement. Il tourna le dos, puis déclara d'un ton froid que certaines vérités ne doivent pas être dites. Que certaines choses détruisent plus qu'elles ne libèrent. Cette réponse ne calma pas Nafessa. Au contraire, elle confirma ses doutes. Il y avait bien quelque chose.
Mais son père refusait de parler. Elle comprit alors qu'elle ne trouverait pas la vérité ici. Avec le cœur encore plus lourd qu'à son arrivée, elle quitta la maison. Pendant ce temps, à N'Djamena, la situation empirait. Hadjar Amatou n'avait pas abandonné. Elle continuait à parler, à insinuer, à semer des graines de doute dans les esprits. Chaque jour, elle trouvait un nouveau moyen de discréditer Nafessa. Elle disait qu'une femme qui quitte le domicile conjugal au premier problème ne mérite pas d'être appelée épouse. Elle répétait que quelque chose n'était pas normal chez cette fille. Et comme souvent, certains commencèrent à la croire. Suleiman, lui, se retrouvait seul face à des murmures qu'il ne comprenait plus. Mais au fond de lui, quelque chose résistait. Il ne voulait pas croire que Nafessa lui mentait. Alors il alla voir un vieil homme respecté du village, Tierno Madou. Tierno était connu pour ses paroles simples mais profondes. Beaucoup venaient le voir quand leurs pensées devenaient confuses. Suleiman lui raconta tout. Le mariage, les tensions, la lettre, le départ de Nafessa. Le vieil homme l'écouta sans l'interrompre. Puis il dit calmement qu'une maison ne se détruit jamais seule. Quand elle semble brûler sans feu visible, c'est que quelqu'un souffle sur les braises. Ces mots restèrent dans l'esprit de Suleiman. Sur le chemin du retour, il observa différemment ce qui l'entourait. Il repensa aux regards, aux paroles, aux gestes. Et quelque chose commença à prendre forme dans son esprit. Cette nuit-là, alors qu'il rentrait tard, il passa près de la cuisine extérieure et entendit des voix. Il reconnut celle de sa mère. Elle parlait à Aïssata. Suleiman s'arrêta, immobile. Il entendit clairement les mots. Sa mère disait qu'il fallait continuer à créer le doute. Que son fils ne devait plus faire confiance à Nafessa. Qu'un homme qui doute devient facile à contrôler. Le sang de Suleiman se glaça. Il resta quelques secondes sans bouger, comme figé par ce qu'il venait d'entendre. Puis il s'avança lentement. Quand il apparut devant elle, les deux femmes sursautèrent. Le regard de sa mère changea immédiatement. Elle tenta de cacher son trouble, mais il était trop tard. Suleiman demanda si la lettre venait d'elle. Hadjar Amatou ne répondit pas. Son silence en disait plus que n'importe quelle parole. À cet instant, Suleiman ressentit une douleur profonde. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était une trahison. Il comprit que le poison qui détruisait son mariage venait de l'intérieur même de sa maison. Le lendemain, il prit une décision. Il rassembla la famille dans la cour. Sa mère, Aïssata, quelques proches. Et d'une voix ferme, il déclara que personne ne manquerait plus de respect à sa femme. Il expliqua qu'il ne tolérerait plus les insinuations, les rumeurs, ni les manipulations. Hadjar Amatou tenta de protester. Elle parla de tradition, d'honneur, de réputation. Elle pleura, cria, essaya de le faire culpabiliser. Mais cette fois, Suleiman ne céda pas. Il resta droit. Ce jour-là, quelque chose changea définitivement. Nafessa n'était plus seule dans ce combat. Même si elle n'était pas présente, Suleiman avait choisi son camp. Quand Nafessa revint quelques jours plus tard, elle trouva une maison différente. Plus silencieuse, plus tendue, mais aussi, d'une certaine manière, plus honnête. Suleiman l'accueillit avec un regard qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Un mélange de regret et de détermination. Ils parlèrent longtemps ce soir-là. Pour la première fois, Nafessa sentit qu'il ne cherchait pas à la juger, mais à la comprendre réellement. Petit à petit, elle recommença à s'ouvrir. LEOS a parlé davantage. LEOS a exprimé ses peurs, ses doutes. Et leur relation commença à se reconstruire, plus lentement, mais plus solidement. Les semaines passèrent. Puis un matin, Nafessa se sentit différente. Fatiguée, étourdie, nauséeuse. Elle tenta d'ignorer ces signes, mais ils devinrent de plus en plus évidents. Une vieille sage-femme du quartier confirma ce que personne n'osait encore dire. Nafessa attendait un enfant. La nouvelle se répandit rapidement. Pour la première fois depuis longtemps, la maison connut un moment de joie sincère. Suleiman ne put retenir ses larmes. Nafessa posa la main sur son ventre avec un mélange d'émotion et d'inquiétude. Ce nouvel espoir semblait capable de tout réparer. Mais dans l'ombre, quelqu'un observait encore. Quelqu'un qui n'avait pas accepté sa défaite. Aïssata, humiliée, rejetée, blessée dans son orgueil, elle quitta le village sans prévenir. Mais avant de partir, elle laissa derrière elle quelque chose de bien plus dangereux qu'une simple présence. Une intention, une promesse silencieuse de revenir.
Et lorsqu'elle reviendrait, ce ne serait pas avec des paroles. Ce serait avec une accusation capable de détruire tout ce que Nafessa et Suleiman avaient reconstruit. Le retour d'Aïssata ne fit aucun bruit. Mais ses paroles, elles, résonnèrent dans tout le village. Un matin, sans prévenir, elle apparut au marché, entourée de femmes curieuses. Son regard était calme, presque satisfait. Elle ne cria pas, elle ne provoqua pas. Elle parla doucement, mais avec précision. Elle affirma que l'enfant que portait Nafessa n'était pas celui de Suleiman. Au début, certains refusèrent d'y croire. Mais dans les villages, le doute voyage plus vite que la vérité. Une simple phrase peut devenir une certitude en quelques heures. Très vite, les regards changèrent. Les mêmes femmes qui saluaient Nafessa la veille évitaient désormais ses yeux. Les conversations s'arrêtaient à son passage. Les sourires disparaissaient. Nafessa ressentait cette transformation sans que personne n'ose lui parler directement. Elle continuait à marcher, à porter son ventre avec dignité, mais à l'intérieur, quelque chose se brisait. Suleiman, lui, fut frappé de plein fouet par la rumeur. Au début, il refusa d'y croire. Il répétait à tous ceux qui l'écoutaient qu'il connaissait sa femme, qu'il n'avait aucun doute. Mais les murmures se multipliaient. Certains hommes venaient lui parler à voix basse, prétendant vouloir l'aider. Il lui conseillait d'ouvrir les yeux, de ne pas se laisser aveugler par ses sentiments. Chaque mot creusait une fissure dans son esprit. Il résistait, mais le doute, même faible, avait trouvé une place. Les anciens du village décidèrent d'organiser une réunion. Une grande assemblée sous le baobab, là où les décisions importantes étaient prises. Nafessa fut appelée. Elle savait ce que cela signifiait. Ce n'était pas une invitation. C'était un jugement. Le jour venu, elle s'habilla simplement. Elle ne chercha pas à se justifier par son apparence. Elle posa une main sur son ventre, inspira profondément, et se rendit sur la place. La foule était déjà rassemblée. Les anciens étaient assis, sérieux. Les femmes murmuraient. Les hommes observaient en silence. Aïssata se tenait debout, confiante. Quand Nafessa arriva, un silence lourd s'installa. On lui demanda de répondre. Aïssata prit la parole en premier. Elle affirma que Nafessa voyait un autre homme avant son mariage. Elle expliqua que son mariage précipité n'était pas un hasard. Chaque mot était calculé. Chaque phrase visait à détruire. Nafessa sentit ses jambes trembler. Mais elle resta debout. Elle déclara que c'était faux. Que tout cela était un mensonge. Sa voix était faible, mais sincère. Aïssata répliqua immédiatement. Elle demanda alors pourquoi son père l'avait mariée si rapidement. Tous les regards se tournèrent vers Baba Idrissa. Il était présent, et il resta silencieux. Ce silence pesa plus lourd que n'importe quelle accusation. Pour le village, ce silence était une confirmation. Les murmures devinrent plus forts. Hadja Ramatou, qui observait la scène, saisit l'occasion. Elle déclara que son fils méritait mieux. Qu'un homme ne doit pas vivre dans le doute. Suleiman était là. Il regardait Nafessa. Dans ses yeux, il y avait encore de l'amour. Mais il y avait aussi quelque chose de nouveau. Une hésitation, une fracture. Nafessa le vit, et ce fut plus douloureux que toutes les paroles du village. Elle murmura, presque sans voix, s'il doutait lui aussi. Suleiman voulut répondre, mais aucun mot ne sortit. Et ce silence fut la réponse. À cet instant, quelque chose se brisa définitivement en Nafessa. Elle comprit qu'elle ne pouvait plus rester dans un endroit où sa dignité dépendait du regard des autres. Alors, devant tout le village, elle retira lentement son alliance. Le geste était simple, mais lourd de sens. Elle posa la bague au sol. Puis elle déclara qu'elle ne pouvait pas vivre là où elle devait prouver son innocence pour exister. Sa voix était calme, mais chaque mot résonna profondément. Sans attendre de réponse, elle se détourna. Et elle partit, enceinte, seule. Personne ne l'arrêta. Certains regardaient avec honte, d'autres avec indifférence, quelques-uns avec satisfaction, mais aucun ne parla. Nafessa marcha longtemps. Le soleil était haut, la chaleur pesait sur ses épaules. Ses pas étaient lourds, mais elle continuait. Elle ne savait pas exactement où aller, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas revenir. C'est ainsi qu'elle arriva chez Mame Dienaba, une vieille veuve qui vivait à l'écart du village, près de la rivière. Une femme que peu de gens visitaient, mais que tous respectaient. Quand Nafessa arriva, épuisée, Mame Dienaba ne posa aucune question. Elle lui ouvrit simplement la porte. Elle lui donna de l'eau.
Puis elle lui dit qu'une femme qui marche seule avec son enfant dans le ventre n'est jamais vraiment seule. Ces mots apaisèrent Nafessa. Les jours suivants furent difficiles. Nafessa devait survivre. Elle travaillait comme elle pouvait. Elle lavait des vêtements, cousait des habits, aidait au marché quand on acceptait de lui donner quelque chose. Son corps fatigué portait la vie, mais aussi le poids de l'injustice. La nuit, elle pleurait en silence. Mais chaque matin, elle se relevait. Le moment de l'accouchement arriva lors d'une nuit d'orage. Le vent soufflait fort, la pluie frappait le toit, et la douleur traversait Nafessa comme une vague incontrôlable. Mame Dienaba resta à ses côtés. Après de longues heures, un enfant naquit. Un petit garçon, faible, mais vivant. Nafessa le regarda longtemps, puis elle murmura son nom. Ilian, ce qui signifie que Dieu a vu. Car dans ce monde où les hommes avaient refusé de croire, elle savait qu'au moins une vérité n'avait jamais été ignorée. La sienne. Après le départ de Nafessa, le village retrouva son calme. Mais ce n'était pas un vrai calme. C'était le silence lourd de ceux qui savent qu'une injustice a été commise, mais qui n'osent pas le dire. Suleiman, lui, n'avait plus de paix. Chaque coin de la maison lui rappelait Nafessa. Le manguier où ils avaient parlé. La chambre où elle avait pleuré. Le matin où elle lui servait du thé avec un sourire timide. Tout était encore là, sauf elle. Les nuits devinrent longues. Il dormait peu. Il repensait sans cesse à ce moment sous le baobab. À son silence. À cette seconde où il aurait pu la défendre. Mais où il n'avait rien dit. Et plus il y pensait, plus une vérité s'imposait à lui. Il ne l'avait pas perdu à cause du village. Il l'avait perdu à cause de son hésitation. Un soir, alors qu'il restait assis seul dans la cour, Tierno Madou vint le voir. Le vieil homme s'assit à côté de lui sans rien dire pendant un long moment. Puis il murmura qu'un homme ne devient pas coupable parce qu'il doute. Il devient coupable quand il choisit de ne rien faire avec ce doute. Ces mots frappèrent Suleiman. Le lendemain, il prit une décision. Il devait connaître toute la vérité. Il se rendit chez Baba Idrissa. Cette fois, il ne demanda pas avec douceur. Il parla avec une détermination nouvelle. Il exigea de comprendre pourquoi Nafessa avait été mariée si vite. Pourquoi son père s'était tué devant tout le village. Le vieil homme resta silencieux un moment. Puis, lentement, il s'assit. Son regard n'était plus celui d'un homme autoritaire. C'était celui d'un homme fatigué de porter un secret. Il expliqua que Nafessa n'avait jamais été coupable de quoi que ce soit. Au contraire, elle avait été protégée. Un homme puissant du village voulait l'épouser de force. Il avait tenté de salir sa réputation pour obliger son père à accepter. Baba Idrissa avait refusé, mais face à la pression, il avait pris une décision rapide. Il avait choisi de marier sa fille à un homme qu'il pensait bon, honnête, capable de la protéger. Cet homme, c'était Suleiman. Mais il n'avait jamais révélé la vérité. Par peur, par honte, et pour éviter un conflit avec cet homme influent. Suleiman sentit son cœur se serrer. Tout prenait sens. Les rumeurs, les manipulations, la haine silencieuse de sa mère. Alors il posa une dernière question. Il demanda qui était cet homme. Baba Idrissa baissa les yeux et répondit. C'était le frère cadet de Hadjar Amatou. À cet instant, Suleiman comprit toute l'ampleur de la trahison. Ce n'était pas seulement une rumeur. C'était un plan. Sa propre famille avait participé à la destruction de son mariage. Sans attendre, il retourna au village. Cette fois, il ne garda rien pour lui. Il convoqua les anciens, les femmes, les hommes, sa mère, Aïssata. Tout le monde se rassembla à nouveau sous le baobab. Le même endroit où Nafessa avait été humiliée. Mais cette fois, ce n'était pas elle qui était jugée. C'était la vérité qui allait parler. Suleiman raconta tout. Chaque détail, chaque manipulation, chaque mensonge. Aïssata, face à la pression, finit par avouer. Elle reconnut qu'elle avait été encouragée à mentir. Qu'on lui avait promis une place dans la maison si elle réussissait à briser Nafessa. Tous les regards se tournèrent vers Hadjar Amatou. Elle tenta de se défendre. Elle parla d'honneur, de réputation, de protection familiale. Mais ses mots sonnaient creux. Suleiman la regarda avec douleur. Il lui dit qu'elle n'avait pas protégé la famille. Elle avait détruit une femme innocente pour couvrir une faute. Le silence qui suivit fut lourd. Certains baissèrent les yeux. D'autres semblaient honteux. Le village comprenait enfin. Mais la vérité arrivait trop tard pour effacer ce qui avait été fait.
Sans attendre davantage, Suleyman partit. Il se rendit chez Mame Dieynaba. Quand il arriva, la vieille femme le regarda longuement avant de parler. Elle lui dit qu'un homme ne revient pas vers une femme qu'il a brisée avec de simples regrets. Il doit venir avec la vérité et le courage d'accepter ce qu'il a perdu. Suleyman hocha la tête. Puis il demanda à voir Nafessa. Elle était assise près de la rivière, tenant son enfant dans ses bras. Le petit Ilian dormait paisiblement. Quand elle vit Suleyman, son regard ne montra ni colère, ni joie. Juste une distance. Il s'approcha lentement. Puis, sans hésiter, il s'agenouilla devant elle. Il lui dit qu'il ne venait pas la reprendre. Il venait demander si elle pouvait encore croire en lui. Il lui avoua son erreur, son silence, sa faiblesse. Il lui raconta tout ce qu'il avait découvert. La vérité, toute la vérité. Nafessa l'écouta sans l'interrompre. Puis elle regarda son enfant. Elle resta silencieuse un long moment. Quand elle parla enfin, sa voix était calme, mais différente. Plus forte. Elle lui dit qu'elle l'avait aimé quand elle avait peur. Mais qu'aujourd'hui, elle devait apprendre à vivre sans cette peur. Elle expliqua qu'elle ne pouvait pas revenir dans une maison où elle avait été humiliée. Mais elle ne ferma pas la porte. Elle posa une condition. Si leur histoire devait continuer, ce serait ailleurs. Sans les voix du village. Sans les regards. Sans les chaînes invisibles. Suleyman accepta sans discuter. Alors, avec le temps, il construisit une petite maison près de la rivière. Simple, mais sincère. Là où personne ne viendrait décider pour eux. Nafessa, doucement, recommença à lui faire confiance. Pas comme avant, mais mieux. Avec lucidité. Avec force. Leur fils grandit dans un foyer où l'amour n'était pas imposé, mais choisi chaque jour. Et le village, lui, n'oublia jamais. On racontait cette histoire aux jeunes mariés. On leur disait qu'un foyer ne se détruit pas seulement par la haine, mais aussi par le silence. Que l'amour a besoin de courage. Et que la vérité, même tardive, finit toujours par se lever comme le soleil. Car en Afrique, on dit que la pluie peut cacher les traces, mais jamais effacer le chemin. Cette histoire nous rappelle une vérité profonde. Le mariage ne devrait jamais être une prison façonnée par la peur ou le regard des autres. C'est un espace fragile, comme un jardin, qui ne peut grandir que s'il est nourri par la patience, le respect et la sincérité. Suleyman n'était pas faible parce qu'il a douté. Nafessa n'était pas coupable parce qu'elle s'est tue. Et le village n'avait pas raison simplement parce qu'il parlait plus fort. Parfois, ce ne sont pas les ennemis qui détruisent une relation, mais les silences, les jugements, et les vérités qu'on refuse d'affronter. Retiens bien ceci, le mensonge peut courir vite, mais la vérité finit toujours par atteindre ceux qui ont eu le courage d'attendre. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi dès maintenant, laisse ton pays en commentaire, et partage cette vidéo à quelqu'un qui doit entendre ce message. Et dis-moi sincèrement, à la place de Nafessa, aurais-tu donné une seconde chance?